Bon retour parmi nous après cette interlude musicale dans notre épisode dédié à la question des partis politiques en France. Donc là on va s'intéresser aux Républicains et c'est Anya qui a préparé son intervention. Et oui, donc pour commencer, je vais faire une rapide histoire, on va dire, du mouvement, même si j'avoue que c'est le côté que j'ai un peu moins creusé. Donc avant, les Républicains, c'était l'UMP. L'UMP qui est un parti qui a été créé en 2002 par Jacques Chirac pour contrer l'avancée du FN. On parlait justement de barrages, etc. Donc c'était un peu l'idée. Mais l'UMP, c'était lui-même une union des droites, si je puis dire. Parce que l'UMP c'était composé du RPR et de l'UDR. Alors, et d'un autre parti insignifiant dont je ne parlerai pas. Donc qu'est-ce que c'est que l'RPR ? C'était le parti de Gaulle en fait, qui donc tradition gaulliste, voilà, on va dire la droite dure, et qui finalement abordait certains thèmes qui étaient plutôt conservateurs, etc. Donc, la priorité nationale, le protectionnisme, plus ou moins, l'immigration choisie notamment, et le droit du sang. Mais on pouvait tout de même noter par exemple la figure de Alain Juppé, qui était le vieux loup du RPR, et qui aujourd'hui est complètement centriste. Donc voilà. C'est un peu la critique pour aller très vite, que faisait Zemmour, qui veut dire que le RPR était un parti gaulliste qui avait des ambitions donc populistes, et qui en fait s'est centrisé oui, c'est ramolli. Des années. C'est ça. Et ensuite, l'UDR, qui est l'ancêtre du MoDem et de l'UDI après son éclatement. Aujourd'hui, actuellement, on a pour les européennes là, en tête de liste Bellamy, qui fait beaucoup parler de lui et qui plaît énormément, j'ai envie de dire, à la droite catholique. La droite bourgeoise. Voilà, la droite bourgeoise catholique, ou pas catholique d'ailleurs, mais qui a un petit peu à qui le discours conservateur plaît, mais qui n'est pas assez radical, si je puis dire, pour voter Rassemblement National, voilà, parce que c'est quand même trop marginal, vous comprenez. Oui. Voilà. Attention. Mais voilà, il faut savoir que la deuxième représentante de cette liste, c'est Agnès Evran. Et Agnès Evran a dit clairement qu'elle n'était pas d'accord avec les positions de François-Xavier Bellamy. Donc, ce qui laisse à penser que ce mouvement pourrait vraiment être conservateur. Bon, je vais revenir dessus plus tard. Enfin, ce parti, pardon. Alors, globalement, qu'est-ce qui fait qu'on passe du RPR à l'UMP, parce que le RPR c'était le grand parti de droite, l'UMP devient le grand parti de droite, et après de l'UMP aux Républicains, qu'est-ce qui suscite le changement, qu'est-ce qui caractérise ce changement ? Parce qu'on dit, il semblerait qu'en gros le grand parti de droite c'était comme le parti de droite puis il y avait les centristes, et qu'en fait depuis l'UMP on veut les rassembler, faire un grand parti en gros centre plus la droite, mais il semblerait que ce soit quand même plus le centre qui tire son épingle du jeu, quoi. L'UMP c'était l'alliance donc tu l'as dit du RPR avec l'UDR, qui était donc l'équivalent aujourd'hui de l'UDI en fait. C'est ça. C'était vraiment les centristes purs et durs, type pur et mou, quoi. Oui, pur et mou, ouais, effectivement. Alors je sais pas si c'était pour faire une majorité du coup. J'ai quand même l'impression que c'était déjà des partis qui pesaient quand même. Ouais, mais c'est dans une logique d'union, effectivement, mais effectivement, c'était pas l'union avec les bons, en fait. Non, c'est ça. C'est qu'au final, ce sont plus les mous qui ont pris le dessus. Voilà, donc... C'est ce qui a donné, du coup, Sarkozy avec sa campagne ultra sécuritaire et sa présidence... ouverture à gauche. Plus que molle, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est exactement ce que je voulais dire, à savoir que si Fillon et Wauquiez sont morts complètement, c'est qu'ils n'ont jamais pu virer vraiment les centristes. Et voilà, en fait, et on a des figures qui ont un discours, et puis derrière ils sont trahis dans leur dos, parce que comme c'est quand même j'ai envie de dire que c'est aussi un fourre-tout, mais voilà, un fourre-tout de la droite, j'ai envie de dire. De toute façon, on le voit sur toute leur liste, ils disent c'est la liste de la droite et du centre. Ils ont toujours cette volonté de dire on n'est pas que la droite, on n'est pas fermé, c'est aussi le centre. Comme si le centre représentait quelque chose en France. Ouais, c'est-à-dire que ça fait bien longtemps que ça n'a plus aucun intérêt. Plus aucun Français ne vote pour le centre, il faut arrêter, quoi. Sauf si on considère Macron comme le centre. Oui, mais ils n'ont pas l'impression de voter pour du centre, les gens qui votent Macron. Non, ils votent soit pour le renouveau, je pense soit ils votent pour la nouvelle gauche, ou alors une droite progressiste, ou je sais pas quoi. C'est clair que Bayrou ou Lagarde, ça ne fait rêver personne. Voilà, non mais... je sais même pas si aujourd'hui les gens les connaissent encore, quoi. Non. Oui, je sais que ma grand-mère a longtemps voté Bayrou, mais... voilà, à la limite, il a une marionnette rigolote au Guignol.
Il a un accent rigolo, c'est sympa. Sans les Guignols, c'est quelqu'un qui aurait été oublié depuis bien longtemps, à mon avis. C'est vrai qu'on est arrivé à une sorte de virage dans l'histoire qui oblige les gens à prendre vraiment des positions assez arrêtées. C'est vrai que, voilà, comme vous le disiez, le centre, ça n'intéresse plus. Et donc voilà, donc malgré leur discours, ils sont trahis, par exemple, tout ce qui était discours pro-vie, ils étaient à la manif pour tous, etc. Et puis derrière, il y en avait qui étaient contre, donc voilà, c'est quand même assez difficile d'allier tout ça. En fait, ce qu'il faut savoir chez les Républicains, et c'était vrai aussi pour l'UMP ou même avant, c'est qu'effectivement il y a le président, donc là on a Wauquiez qui essaye d'insuffler une ligne un peu patriote, etc. au mouvement, enfin un peu plus dur et tout, mais oui, c'est ça. Wauquiez a beaucoup de mal à s'imposer parce que aussi concrètement, c'est Sarkozy qui dirige vraiment le parti et il est assez contre Wauquiez. Plus que Sarkozy, en fait, c'est le bureau politique qui dirige le parti. C'est le bureau politique qui est constitué, je crois, de 80 membres. Et c'est tout ce qui est Raffarin, c'était Juppé quand il était encore dans le parti. C'est toute cette bande-là. Et donc, en fait, effectivement, Wauquiez a aucune marge de manœuvre, en fait. C'est juste un pantin et les décisions politiques sont prises par le bureau politique. Moi, je ferai une analyse qui n'est pas du tout celle-ci, qui est que Wauquiez, en fait, c'est un Sarkozy en peau de lapin, ce qui n'est déjà pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut donner un côté populiste radical à son parti pour attirer les classes populaires qui ne votent plus pour la droite depuis longtemps dans leur giron pour s'assurer des victoires électorales, en jouant sur la vague, on va dire, populiste, identitaire, ce que vous voulez, mais qui est conscient de deux choses. C'est que premièrement, il ne veut pas, c'est pas du tout son fond idéologique, il n'en est pas du tout intéressé. Wauquiez, c'est quelqu'un qui vient du centre, à la base. C'est quelqu'un qui vient de Jacques Barrot, le centre européen, c'est Bayrou, en gros. Et de deux, parce que il y a une réalité qui n'est jamais dite, mais on revient sur le truc des baby-boomers, c'est que les baby-boomers, c'est la caution électorale du grand parti de droite. C'est-à-dire que c'est la population qui élit Wauquiez, c'est les baby-boomers, et c'est les gens qui ne sont pas du tout intéressés par ces thématiques populistes et identitaires. Donc, il faut essayer de concilier la carpe et le lapin, attirer les classes populaires actives des générations XY, voire Z, au parti, sans pour autant s'aliéner les boomers quasiment centristes, même s'ils ne s'affirment pas comme tels. C'est pour ça aussi que son parti en fait est dans une position très difficile, c'est qu'ils sont dans une dans une indéfinition chronique. Mais après, un gros problème de ligne. Voilà, et c'est pas, je vois pas du tout Wauquiez comme une sorte de populiste qui est enchaîné par son parti. Pour moi, c'est vraiment un arnaqueur, c'est quelqu'un c'est un opportuniste de la pire espèce, de la pire espèce, et c'est quelqu'un qui se complaît dans une stratégie qui finalement fait qu'il n'a pas à faire de choix très difficiles, à choisir entre les classes populaires et les retraités de droite. Donc il est là-dedans, et en somme, après moi le déluge, c'est-à-dire qu'il va redistribuer la patate chaude au prochain, et en gros si lui il peut glaner quelques places, c'est très bien. Peut-être qu'il pourra même se faire élire, mais à mon avis ce ne sera pas le cas, parce que les gens qui sont vraiment bourgeois voteront En Marche, les gens qui sont vraiment populistes voteront RN. Après, je pense pas que c'est aussi cynique que ça. Bon, après, oui, c'est un opportuniste, effectivement. Je pense pas qu'il ait réellement de colonne vertébrale identitaire, ça c'est évident que non. Mais je pense vraiment que pour lui, la meilleure stratégie pour les Républicains, c'est cette ligne-là. Et c'est pas comme un Donald Trump, effectivement, qui doit batailler contre son parti et tout. Mais oui, je pense que s'il était plus libre d'imposer ses décisions, ce serait pas la même situation. Moi, je le crois absolument pas. Je suis absolument pas de cet avis, parce que dès qu'on laisse la parole à Wauquiez, tout de suite, il s'excuse, il est mou, il a aucune verve, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'est pas motivé idéologiquement et qui est là pour être le gestionnaire d'un parti qui est pas sûr de survivre aux prochaines élections. Oui, parce que ce gros problème qui est d'avoir une ligne claire est très présent, parce que les Républicains ont toujours dû composer. Moi j'ai envie de citer aussi un autre exemple, qu'ils étaient contre l'élargissement de l'UE, et au final 3 jours après LR a voté pour la rentrée de la Serbie dans l'UE, quoi. Oui. Je veux dire, c'est que ça. Et donc du coup je peux peut-être passer au fait qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre, j'ai envie de dire, pour les élections européennes notamment. J'ai vu ça. Alors il faut savoir que depuis le début, l'UMP, donc le LR, appartient au PPE, vous en aviez parlé dans le premier épisode de Radio Thermopyle, qui est le Parti populaire européen, pour ceux qui nous rejoignent. Voilà, c'est un des gros partis au Parlement européen. C'est le principal parti même. Le principal, et par exemple, il y a quand même Orban qui en fait partie, qui plutôt... il se fait suspendre. Oui, il s'est fait suspendre, c'est vrai, mais voilà. C'est plus une histoire d'intérêt commun, en fait, qui fait que Orban reste au PPE, mais...
Parce qu'après, c'est pas idéologique. il y a quand même aussi, par exemple, Jean-Claude Juncker qui était pour la répartition des migrants, pour une politique migratoire, etc. Donc voilà, il faut quand même savoir pour qui on vote. Et donc voilà, peu importe le discours d'aujourd'hui qu'ils peuvent avoir pour les Européennes, notamment pour François-Xavier Bellamy, le discours national sera forcément différent des agissements au Parlement européen. Parce que, évidemment, voilà, ce ne sont pas des partis français, ce ne sont plus du coup des intérêts français, ce sera forcément global, etc. Comme le Rassemblement national qui est l'Europe des nations et libertés. Et donc chaque petite formation s'agrège dans un grand parti européen. Voilà. Laurent Wauquiez avait dit, c'était assez récemment, que oh non, nous n'avons jamais voté pour le pacte de Marrakech, nous étions contre, etc. Et au final, il a été, je sais plus si il a c'était... été démenti par les fact-checkers voilà, de les Libération. fact-checkers qui ont montré qu'en fait ils avaient tous voté pour, alors qu'ils étaient... Pas tous, non, c'était Quasiment. mitigé, c'était la majorité avait voté pour. Ouais. Mais... Et alors qu'au Pas de final, fake news ils ici, s'il étaient te plaît. contre. Pardon, en effet, j'ai pas cherché de chiffres exacts, mais le fait est qu'il y en avait quand même beaucoup au final qui avaient voté pour, parce que c'était la ligne du parti européen, quoi. Et Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut en attendre quelque chose quand on a nos idées, est-ce qu'on peut attendre quelque chose des Républicains ? concrètement, non, pas aujourd'hui. Enfin, je pense qu'il y a trop comment dire, de contradictions dans ce parti, en fait. Et qu'au final, les Républicains, ils ont fait voter toutes les lois que la gauche aurait aimé faire voter, en fait. Tout ce qui est immigration, avortement, ça vient des Républicains. Ils tentent de le passer sous la trappe, mais c'est le cas. Oui, c'est en fait le meilleur exemple de leur trahison, c'est leur bilan, en fait. Oui. Oui, non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, si je peux me permettre de faire une remarque, bon, c'est peut-être mon côté un peu révolutionnaire, je sais pas quoi, mais moi je n'attends absolument rien de la droite bourgeoise, hein, c'est très clair. Pour moi, le grand parti de droite a toujours trahi, c'est mécanique. C'est-à-dire que leur fonction objective, c'est de séduire les classes populaires et les bourgeois qui ont encore un petit peu de sang conservateur, encore un petit peu de nation, un peu d'identité, et systématiquement de retourner leur veste au dernier moment et de tout vendre. C'est toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que en gros, c'est Sarkozy. Sarkozy a été d'une certaine manière le plus exemplaire des candidats de la droite parce qu'il a porté à son paroxysme, quasiment à la caricature, les propriétés de ce parti et de sa famille politique. C'est-à-dire campagne, réforme, populisme, sécurité, limite libéralisme populaire. On arrive, relance keynésienne la plus grande de l'histoire, le plus grand nombre de naturalisations, la plus grande immigration et alignement complet sur les intérêts américains à l'international. Enfin, ça a été désastreux. Alignement à gauche, l'idée que les mœurs, après tout, on pouvait être progressiste et de droite, c'est génial. Enfin, c'est vraiment la matrice de la trahison, quoi. C'est pour ça que moi, je n'en attends absolument rien. Et je pense que le plus vite ce parti meurt, le mieux c'est. Parce que les éléments prometteurs de ce parti, puisqu'il y en a, pourront enfin se dégager de sa matrice et essayer de reconstruire quelque chose. Mais c'est, à mon avis, il faut vraiment... si quelqu'un vous dit qu'à la dernière présidentielle, il aurait fallu que Fillon gagne, ça aurait été super... Ça aurait été dramatique. C'est-à-dire qu'une certaine façon, Zemmour dit quelque part il y a eu un complot judiciaire contre Fillon, etc. Je suis pas loin de penser ça. C'est-à-dire qu'effectivement l'histoire avec le PNF qui se saisit aussi rapidement de l'affaire, qui la médiatise, etc. Bon, effectivement il y a un côté un peu hold-up. Maintenant, limite, heureusement que ça s'est produit, parce que sinon on aurait eu peut-être président Fillon, et ça aurait maintenu le parti en vie encore plus longtemps. Alors que là, le fait de se casser la figure au présidentiel, ça a décrédibilisé. Ça a accéléré sa mort et c'est tout ce qu'on peut demander. Il faut que ce parti meure au plus vite. Ça accélère aussi, j'ai envie de dire, le fait que nos idées puissent arriver au pouvoir, parce que voilà, ça, hop, on balaye à la fois La République En Marche, on a compris que c'était pas machin, les Républicains, alors que si les Républicains avaient été élus, on aurait eu encore la possibilité de voter encore pour autre chose, alors que là, c'est vrai que c'est assez décisif. Je suis assez d'accord avec Dagon. Oui, quand tu parlais des résultats aux élections, parce que c'est vrai que Fillon, avec, on peut le dire, hein, toutes les casseroles judiciaires qui lui traînaient derrière, il est quand même arrivé 3e. C'est pas rien. S'il n'avait pas eu toutes ces histoires derrière lui,
il aurait très très bien pu arriver au deuxième tour. Oui, même si on observait déjà dans les sondages une petite baisse avant l'arrivée des affaires, parce que son discours libéral faisait mal, notamment aux classes populaires. Bon, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est quelqu'un qui aurait pu tout à fait faire une campagne de qualité, se présenter comme le vrai leader de l'opposition, et il aurait été, à mon avis, bien meilleur que Wauquiez, notamment parce que c'est quelqu'un qui a une expérience politique plus solide, puisqu'il a fait partie du sarkozysme, etc. Après, est-ce qu'on pourrait espérer une possible union des droites? Parce qu'il faut savoir que le RPR et le FN ont fait alliance en fin des années 90 contre la gauche. Au niveau local. Oui, Ils ont- c'était avec Bernard Tapie, non? C'était pas ça. C'était à Nice, quelque chose comme ça. Il y a eu des alliances locales au Ouais. niveau tout ça entre le RPR et le FN, et c'était la ligne qui avait été poussée notamment par les vieux loups souverainistes dont le nom m'échappe, Pasqua et Séguin, qui en gros auraient pu s'accommoder de cette alliance, même si c'était pas vraiment leur ADN politique, parce qu'ils disaient c'est comme ça qu'on gardera les classes populaires et qu'on pourra combattre la gauche. Aujourd'hui ça a disparu, c'est pour ça que je crois Oui. pas du tout. À l'union des droites, non. L'union des droites ne se fera pas avec ces droites-là. Ouais. Ça pourra se faire avec un parti de centre-droit qui a quelques instincts à peu près corrects et un parti de droite patriote qui peut être prêt à s'allier au jeu. Mais est-ce que ça pourrait pas se passer comme l'union voilà, du RPR et de l'UDR? Non, c'était pas l'UDR. Oui, Si, c'est ça. oui. Et qu'au final, voilà, le côté mou. Le problème, c'est qu'il faut. C'est ça, en les, fait. les gens qui composent les rangs du parti de droite aujourd'hui, il faut bien comprendre. On dit qu'ils sont de droite, donc ça prête à confusion. C'est des gens qui ne sont absolument pas populistes, des gens qui n'ont pas de pulsion identitaire, des gens qui n'ont pas cet attachement à la nation ou à ce qu'on veut. Donc il ne faut pas en attendre quelque chose. C'est-à-dire qu'ils appartiennent à une catégorie particulière de la droite, qu'on pourrait qualifier de parlementaire, libéral, républicano, je sais pas quoi. On a beau les ranger à droite, en vérité ce sont des centristes. Après, il y a quand même une personnalité au sein des Républicains qui porte ce discours identitaire d'union des droites, etc. C'est Éric Ténier avec le collectif Oui. Racines d'Avenir et qui justement porte un message clair. Il dit les Républicains n'arriveront jamais à rien tant qu'ils ne s'allieront pas avec des LF et le Rassemblement National. Éric Tegner, donc qui est Ouais. relativement jeune, enfin qui est jeune et qui Ouais. du coup incarne aussi la fracture générationnelle. C'est pas du C'est tout ça, un voilà. boomer retraité. Oui, non, c'est vrai qu'il avait eu un discours très intéressant quand il avait essayé de se présenter pour. À la présidence des voilà, jeunes. la Ouais. présidence des jeunes. Et oui, il avait même parlé, il me semble, d'une alliance avec même des mouvements de droite, pas forcément des partis, etc. C'était. Bah, il avait invité. Il avait invité Romain Espino, le porte-parole de Génération Identitaire. C'est ça. Il y avait aussi des députés Front National. Oui. Ça. Donc lui, il avait vraiment chez lui la volonté de désenclaver. Il y avait du Dupont-Aignan à cette soirée. Enfin voilà. il y avait quelque chose. Quoi. Il y avait une union des droites. Hein. Bah, Oui, c'est pour ça. le coup. Mais l'union des droites ne se fera pas vers le centre. Quoi. Voilà. Mais lui, il avait plutôt bien réussi avec les Ouais. Mais, clairement. bon. Malheureusement, il n'y a pas. Donc, maintenant qu'on en a conclu à la trahison éternelle de la droite bourgeoise, Haddock, est-ce que tu peux nous rassurer? Est-ce que enfin la révolution prolétarienne va nous sortir du marasme dans lequel on est? Parce que Ah mais ne t'inquiète pas parce que je nous présente le dernier, le top du top, le champion, la France insoumise. aïe aïe Les aïe. recherches m'ont fait mal à la tête. Mais je pense que donc la France insoumise c'est un mouvement qui est assez jeune, hein, il est comme En Marche, il date de 2016. Et enfin il a incarné par cet éternel et cet increvable Mélenchon. Donc Mélenchon qui était au PS de 76 à 2008. Oui, 30 ans de PS. Hein, 30 ans de PS, hein, comme avait dit Le Pen, 30 ans gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler. En 2008, il est en rupture avec le PS à cause du côté trop libéral du PS, alors que lui, justement, la nouvelle ligne de la France Insoumise, c'est être anti-libéral. Ouais. Donc, il se casse et il fonde le parti de gauche entre 2008 du coup et 2016. Pour les européennes de 2009 et 2014, il fait une union avec le PSF qu'on appelle le Front de gauche. Oui. Bah, c'est là d'ailleurs que Mélenchon accédera vraiment à la notoriété C'est ça. publique pour C'est ça l'électorat. qui lui monte sa notoriété, c'est le Front de gauche avec les européennes. Puis enfin, en 2016, on a la France Insoumise, qui là aussi a des problèmes de ligne politique sur lesquels je vais revenir. Donc ils fondent la France Insoumise avec une ligne qui est en fait parce que c'est un truc qu'ils ont en interne là en ce moment, ils ont de gros débats. Hein. Donc la ligne qui est sûre, c'est anti-libéral, voire anticapitaliste. Le côté très progressiste, très pro-immigration. Oui, ça c'est. Voilà.
Et puis des petites particularités qui, à une époque, m'avaient séduit, c'était cette volonté de faire une sixième république et sortir de l'UE, et un certain protectionnisme en fait. Ouais. Après, du coup, j'ai regardé quand même comment ils comptaient faire cette sixième république, et finalement, en fait, c'est pas du tout. Moi qui justement avait cette critique de la cinquième république en étant faite par De Gaulle pour De Gaulle, je m'étais dit, ok, pourquoi pas. Mais en fait, tu regardes, et en soi, ça change rien. Sa sixième république, elle fera pareil que la cinquième. Bah, disons que, enfin, si on peut passer direct à la question justement de ces différences de lignes politiques au sein de la France insoumise, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un parti qui est en fait deux factions qui ne se tiennent ensemble que par le charisme de Jean-Luc Mélenchon. Oui, exactement. C'est un peu Qui- comme En Marche où c'est la personnalité qui incarne tout ça et je sais pas, peut-être Oui, que c'est la moins prononcé différence, quand même, mais- la différence fondamentale, c'est que chez En Marche, c'est une ligne politique qui est très vague et qui est très consensuelle, une sorte de Voilà. social-libéralisme pro-Union européenne, alors qu'on a quand même deux factions bien différenciées au sein de la France C'est insoumise. ça, la France insoumise, il y a bien les deux factions qui sont Et à mon avis, réparties, alors qu'en ouais. Marche, il y a plus le côté fourre-tout où Voilà. chacun un peu. à mon avis son d'ailleurs, petit ces deux factions représentent aussi les deux facettes de la personnalité politique de Jean-Luc Mélenchon, parce que avant d'être socialiste, il faut quand même pas l'oublier, c'est quelqu'un qui a été trotskiste, avec Oui. ce qui est un héritage politique tout à fait particulier, c'est-à-dire que les trotskistes sont toujours trotskistes, ils en départent vraiment jamais. Et il fait le truc qui était classique dans les années 80, c'est de passer du trotskisme au PS, donc dans une stratégie d'alliance contre le PCF, mais ça c'est encore autre chose. Et après là il se barre, il fait son propre truc. Mais son mouvement a toujours cet ADN un peu spécial, qui est un mélange de républicanisme laïcard, avec toujours la référence à la laïcité, à bouffer du Oui, curé. Presque C'est ça. anticlérical. Oui, voilà, anticlérical. c'est C'est laïcard. anticlérical. Voilà, c'est laïcard. Quand il faut parler côté chrétien, etc., quand il faut parler côté islam, il est beaucoup moins laïcard. Et bah, justement c'est compliqué parce Et que... justement, c'est là que rejoint Voilà. l'autre faction qui est la faction indigéniste. C'est-à-dire qu'en effet, c'est le côté laïcard et républicain. Il est énormément dans ce côté anti-racisme à l'état pur, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus les identités, on Voilà. est tous les mêmes aujourd'hui, on c'est est tous unis. c'est être daltonien en fait. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, il y a ces indigénistes qui disent non, on veut une reconnaissance de nos identités. Vous nous avez fait du mal par le passé. En plus, Jean-Luc Mélenchon, il a un petit peu du mal avec ça parce qu'il est né au Maroc quand même. Ouais. Et il racontait que... Vous nous avez fait du ouais, mal enfin, bref, et oui, il faut vous rattraper. Ah oui, oui, vous allez payer. Hein. Et alors, voilà. J'ai l'impression que l'islam et les musulmans sont plus vus comme voilà une minorité discriminée plus que comme une religion en fait. C'est peut-être pour ça aussi qui fait qu'ils sont moins. Oui, bah, on Laïque rejoint là-dessus. on rejoint peut-être aussi une des particularités du tempérament de gauche qui est de se prendre toujours pour David contre Goliath, même quand en réalité on est Goliath, de telle sorte que David a toujours raison en fait. C'est-à-dire que le minoritaire a toujours raison et le majoritaire est toujours un oppresseur quelque part. Ouais. Donc il y a toujours ce culte des minorités un peu étrange. Oui, ce culte de la victime en fait. La Oui, victime oui. a raison. Oui, tout à fait. L'oppresseur et l'oppressé, c'est une théorie complètement communiste. Oui, de toute enfin, façon. C'est marxiste, ouais. C'est marxiste. Oui. Bah, c'est un peu la volonté de faiblesse, quoi. C'est un peu un truc un peu bizarre. Mais bref. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait justement essayer de préciser cette fracture idéologique qui est quand même cruciale et essayer de la caractériser? Parce que, en gros, les deux factions, il semblerait qu'il y ait une faction plutôt républicaniste et la faction indigéniste. Ouais. En gros, sur l'économie, bon, c'est un peu la même chose. Ils en parlent Oui, assez non, peu. sur l'économie, globalement, ils sont à peu près d'accord sur un cible libéralisme, Oui, voilà, c'est ça. voire l'anticapitalisme. Voilà, encore. mais en gros, c'est pas ça qui va les différencier. Ça les différencie pas et ça les rassemble pas non plus. Oui, et en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est pour le coup la question ethnique et le rapport à l'immigration et à l'islam. En fait. Exactement. Et c'est là-dessus qu'ils vont se bouffer avec les républicanistes qui vont dire bah, on veut pas que l'islam devienne ce qu'a été l'église catholique en France, enfin dans leur vision, hein. C'est-à-dire Et des avec leurs mots, oppresseurs. parce que jamais ils oseront le dire comme ça. Voilà, mais des oppresseurs, antiféministes, homophobes et compagnie. C'est-à-dire qu'on s'est pas débarrassé de l'église catholique pour maintenant mettre les imams à la place. Et de l'autre côté, les indigénistes qui vont dire non mais on veut, nous aussi, enfin on est les enfants de cette république, on est aussi légitime, voire plus légitime que vous à l'incarner. On veut la reconnaissance de nos identités et on veut faire péter un peu le pacte républicain d'indifférenciation des communautés et compagnie, quoi. Et puis bon. comme vous en parliez à l'épisode sur Julia, le ça doit être le 3 ou le qui se 4, fait ça. agresser, voilà, il y a ce côté, c'est soit une minorité, soit l'autre, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est aussi là-dessus que se fonde un peu la différenciation, c'est que
il y en a qui acceptent plus l'islam, il y en a d'autres qui acceptent plus d'autres minorités Bah, que l'islam ne tolère pas par contre. Bah, on pourrait représenter ça, c'est-à-dire que des personnes qui incarnent la frange républicaniste, à mon avis, on pourrait penser à quelqu'un comme Caroline Fourest d'une certaine façon, même si elle est plus libérale en économie, mais C'est vrai, ouais, sur mais les d'une mœurs, la certaine question de manière, l'islam, oui, c'est un peu ces arguments-là qui ressortent, c'est-à-dire que être musulman et féministe, c'est compliqué. On pourrait penser à Onfray, finalement, quelque Ouais, part, il y a un ouais. peu ça, anti-libéral et un peu anti-islam aussi. Et pour la frange indigéniste, bon, c'est Ouria Boutelja qui incarne ça, bah, c'est lui Elle qui est- le terme, elle est- c'est elle. C'est parfait, c'est ça. Et elle avait C'est- notamment je dit comprends oui, la mais définition, l'homosexualité c'est un truc de blanc imposé sur les noirs, quoi. Parce qu'il avait posé beaucoup de problèmes, parce que du coup ça sous-entendait qu'on avait, enfin qu'entre les racisés EES et les LGBT, en gros elle faisait son choix très clairement, quoi. Ah oui, non, mais Et- je pense qu'elle l'a fait d'ailleurs. Oui, hein, ah oui, elle a fait son choix. Mais du coup c'est intéressant parce que la France Insoumise c'est un parti qui est performant, c'est-à-dire qu'il existe depuis peu Ah oui. longtemps et il marche très bien. Mais on sent bien que là il y a une bombe à retardement qui est en Comme train de se dirait jouer. Mélenchon dans son tweet après les présidentielles, à 600 000 voix près, Oui, il était au second tour. oui. Ce qui est pas À faux. 600 hein. 000 voix près. hein. Mais c'est un peu, oui, le cheval de Troie de ce parti-là, toutes ces minorités qui finissent par revendiquer leur petit truc dans leur coin, on peut pas composer avec tous ces gens-là, c'est pas possible. Voilà. C'est drôle, c'est un truc qui revient énormément dans les parties dont on parle, c'est ce manque de ligne claire et cette fracturation qui arrive. Ça arrive dans tous les partis aujourd'hui. hein. Et oui, parce que alors c'est là qu'on voit que notre épisode a quand même été bien foutu et qu'on fait quand même pas un travail de débile. C'est que la ligne directrice, c'était qu'en fait, on est en plein réalignement politique qu'on pourrait appeler le populisme, qui est qu'en fait les vieux véhicules de l'offre politique vont éclater parce qu'ils peuvent plus se frotter à la Il y réalité. a de du nouveaux devant. enjeux qu'ils n'arrivent pas à surmonter. et Vont qui- dont éclater. ils ne parlent même pas. Tu dis vont éclater, ou en tout cas devraient éclater pour que les choses aillent mieux, parce que bon, ils ont l'air Oui. quand même de bien s'accrocher pour l'instant. Ils ont l'air de bien s'accrocher, c'est vrai. Mais oui, d'ailleurs, Il y enfin, a quand même une oui. dynamique qui amène à leur éclatement. Ils sont plus instables qu'ils ne pourraient l'être dans d'autres époques, quoi. Oui. Mais c'est la question, parce que, admettons, voilà, scénario, Jean-Luc Mélenchon meurt d'une crise cardiaque. Boum. Bon, ça pourrait être une cirrhose de... Enfin, bref. Voilà, il passe l'arme à gauche. Qu'est-ce qui se Ah. passe? C'est-à-dire que là, vraiment, il n'y a personne qui peut incarner le... Ah oui. même En tout cas, temporairement, personne ne euh, pourra réunir ces deux À factions. part Obono. Ah non, Obono, elle Oui, mais incarne elle vraiment. Même pas. Non, mais oui. Elle rassemblera les indigénistes, mais pas les Oui, autres. c'est ça, Et exactement. encore, enfin, elle avait un peu tenté de sortir Peut-être de du mettre de l'eau dans micmac, son vin, mais elle a eu des déclarations qui font qu'aujourd'hui Ça passera pas. on la sent indigéniste. Voilà, ça passera pas. C'est-à-dire qu'on avait dit oui, quand les chauffeurs salafistes veulent pas passer après une femme chauffeur de bus à leur boulot, bah après tout, non, et c'est pas trop un problème, c'est des Tu veux coutumes. dire vive la France. Ils sont bah. juste misogynes, ils sont pas, c'est pas parce qu'ils sont musulmans. Voilà, quoi. c'est la faute au patriarcat hétéronormé, quoi. Voilà. Donc, Voilà, c'est nique la France, elle soutient, vive la France, elle dit bof. C'est pourquoi pourquoi je Ah. comprends Pourquoi pas. je dirais vive la France Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis une élue de la République? Mais voilà. Donc brièvement, pour conclure, parce que là quand même l'épisode va être long, donc on essaye quand même de. On pense à vous, chers auditeurs, on fait un truc pas trop long quand même. La conclusion à tirer, c'est que si vous êtes patriote, bah la solution c'est de voter RN tout en travaillant à faire quelque chose d'autre à côté pour pas simplement se reposer sur ses lauriers. C'est de comprendre que le parti de droite, il n'y a rien à en attendre, qui va crever, et puis quelque part c'est pas plus mal comme ça. Qu'en marche, c'est bon, bah, ils sont sur une bonne dynamique, donc il faudra faire avec. Il faut comprendre les enjeux et considérer que ça va être l'ennemi à venir, hein, voilà. Et que la France insoumise font très peur, mais il semblerait que sur une position d'instabilité. C'est ça, c'est la note d'espoir vient quand on parle de la gauche, c'est que la gauche éclate. C'est ça, la guerre civile à gauche est en train de La se guerre produire, interne, elle est très violente. Après, ouais. je pense qu'ils l'ont compris aussi, et c'est pour ça Oui. qu'il y a eu l'appel de Mélenchon là récemment à former un mouvement populaire uni en fait en vue des Oui, mais municipales. je pense qu'il lui arrivera exactement la même chose que ce qui arrivait à la France Insoumise, parce qu'à la base, la France Insoumise c'était ça aussi, le parti de gauche c'était ça aussi. C'est vrai que pour revenir juste, tu parlais des municipales et ce que j'ai oublié de dire, c'était que par exemple LR va survivre grâce aux municipales. Il Oui. y a des partis comme ça qui, parce qu'ils sont quand même ancrés au niveau, Au niveau local, ils ont un oui, ancrage totalement. territorial. Mm. Mais après, il y a peut-être un risque au final qu'il y en ait beaucoup finalement qui soient LREM, je veux dire. Mais voilà. Enfin, du coup, c'est vrai que les européennes, les municipales, bon, est-ce que ça va pas se faire survivre un peu Si, totalement. Ben, c'est ce qui fait c'est ce qui a fait survivre le système UMPS pendant si longtemps. hein. Bon, bah sur cette note, alors est-ce que c'est de l'espoir, j'en sais rien, on vous laissera en juger. Disons que c'est un appel à la réflexion et à À la réflexion et à l'action, voilà. La pensée et l'action, c'est important. Donc, on va se quitter là.
On vous rappelle que vous pouvez nous écrire à thermopile@protonmail.com pour nous faire part de vos remarques ou de vos questions ou de vos suggestions. Qu'on est sur Twitter @rthermopile, sur YouTube et SoundCloud, où on publie les épisodes normalement. À partir de maintenant, ça va être tous les lundis à midi, c'est la nouvelle date qu'on a choisie. Voilà, on a une page Facebook aussi. On a un Tipeee sur lequel vous pouvez nous filer des ronds, ça nous ferait plaisir. Et, Ça nous serait utile surtout. Oui, en plus, S'il oui, vous plaît. j'avais oublié que c'était utile aussi. Donc c'est pas juste pour se faire plaisir. Et voilà. Et sur ce, à la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut. À la semaine prochaine. Gros bisous. Gros bisous.